apprenant à changer individuellement, nous impulsons, nous amenons un élan collectif qui va, d'une certaine manière, venir aussi en écho et en réponse à notre désir de changement individuel. Le changement en soi ne peut se faire qu'en alimentant la racine du changement en nous. Alors ça peut paraître un peu ésotérique comme façon de présenter les choses, et ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que j'ai l'idée du changement, quelles qu'en soient les raisons, on ne va pas les détailler, mais déjà voilà, il y a un mouvement à l'intérieur de moi qui se dessine, qui s'anime. Dans mes petites limites un peu étriquées, je sens que ça commence à pousser et que l'énergie me dit, bon, petit Gérard, il serait peut-être intéressant que tu commences à sortir de terrain connu et que tu fasses ce que tu as à faire. Enfin, moi, je le décris comme ça. Ça fait gagner du temps. On sait qu'on a des choses à faire et en permanence, on les met sous le tapis en disant, je verrai ça plus tard. Donc, pour moi, alimenter la racine du changement, c'est accepter cette idée que le changement s'impose à moi. Un peu comme une racine. Mais au début, c'est une petite plante avec une petite racine. Donc je vais devoir faire quoi? Eh bien, je vais devoir l'alimenter. Je vais devoir lui donner de la nourriture, de l'eau, des nutriments, de la lumière, et de la clarté. Je vais devoir en prendre soin. Voilà. Et cette attitude-là, elle demande déjà un grand niveau de maturité. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il a fallu, pour la plupart des humains dans nos sociétés, grosso modo 4 décennies, d'usure des illusions, d'usure des changements périphériques, pour prendre conscience qu'il est intéressant de s'intéresser concrètement à sa racine. Envisager le changement implique de se dégager en fait du connu, et j'écris en bleu. C'est aussi, d'une certaine manière, devoir faire le point sur soi et accepter de se séparer de certaines parties de nous que nous entretenons jalousement, inconsciemment ou très consciemment, et qui vivent de notre énergie vitale et de notre substance. Pour moi, changer signifie réactiver, retrouver cette énergie vitale, plonger à nouveau ses racines, un peu comme une source en nous, et assumer la pleine liberté de notre puissance. J'évoquais tout à l'heure cette question que je pose maintenant. Qui décide à l'intérieur de nous? Est-ce que ce sont nos parents introjectés dans notre inconscient, cette petite voix qui, quand on fait la vaisselle, dit « mais attends, là tu es en train de mettre trop de liquide vaisselle ». Qui c'est? C'est peut-être ma maman, c'est peut-être ma grand-mère, c'est peut-être mon père qui n'a jamais fait la vaisselle, etc. Oui. Mais je ne me pose pas forcément la question de savoir qui, à l'intérieur de moi, détient ce pouvoir-là. Est-ce que vous pouvez faire cette expérience-là, pendant 20 secondes, de laisser émerger plusieurs situations que vous connaissez parfaitement, où vous savez que dans telle et telle situation, vous avez une petite voix qui vous dit « ça, tu devrais pas faire ça comme ça ». Tu sais bien comment il faut faire. Je te l'ai déjà dit souvent. Tout le monde ou pas? Non. Vous décidez tout seul. Ah, je suis rassuré. En réalité, si on s'intéresse à ce qui se passe dans ce mécanisme, j'ai repris une phrase en fait d'un psychanalyste qui dit en fait, je vous la lis pour ceux qui ne pourraient pas vraiment très clairement en prendre connaissance. Tout se passe comme si l'identité que nous étions construite dans la première partie de notre vie
première partie, 0 à 20, 20 à 40. Ne correspondait plus à la personne que nous sommes devenus, ou que nous sommes en train de devenir. Ça, c'est un constat qu'on a tous fait. Et moi, en lisant cette phrase, ça m'a rappelé un concept qui a été développé par Jung. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Gustav Jung, qui est le processus, le principe en fait d'individuation. C'est-à-dire, en clair, nous naissons dans l'espèce humaine. Nous avons tous en commun un patrimoine génétique qui nous classe dans la catégorie des mammifères à sang chaud, considérés comme des êtres humains. D'accord ? Donc on a tous ça en commun. Je vois qu'il y a des petites moues par ici. Et on peut considérer que le processus de vie nous aide progressivement à sortir de l'espèce pour devenir des individus à part entière, conscients d'eux-mêmes et en même temps au sein de cette humanité. D'accord ? Donc la proposition du changement, pour moi, c'est une expérience évidemment psychique, mais c'est aussi une expérience qui nous transforme profondément, qui libère en fait notre puissance à nouveau, qui libère notre créativité à nouveau, et qui nous amène à devenir des sujets à part entière. Vous savez, dans la phrase toute bête, je suis humain, ben, il y a un sujet, il y a un verbe, et puis il y a un état, un statut. Mais le fait de se définir comme humain n'implique pas le processus de changement. Ce jeu, il va devoir travailler, se transformer progressivement pour devenir un humain à part entière. Alors, évidemment, je sais que vous avez lu le reste, c'est peu intéressant de le développer à nouveau. Donc, avec ce processus de transformation intérieure, nous l'avons déjà dit, mais je tiens à le répéter à ce stade, cohabite aussi le refus du changement. À la fois, on a envie de cette transition, mais bon, voilà, on est partagé entre consciemment et inconsciemment, accueillir ces changements, qui d'une certaine manière, évidemment, sont une sorte de promesse de transformation, d'épanouissement, de liberté, mais aussi implicitement nécessitent beaucoup d'efforts. Et on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours à maturité dans ce processus pour accepter de faire des efforts de transformation. Alors là, j'ai utilisé une phrase moi qui me plaît beaucoup, hein, c'est de constater en fait que, et c'est important, ça ne nuit pas à la réalité de la possibilité du changement, c'est que nous sommes vraiment dans une société à la fois maniaco-dépressive et très anxiogène. Donc nous avons deux solutions. On est sur le Titanic, on sait qu'il va couler, à un moment ou à un autre. Et est-ce qu'on a quand même envie de continuer le voyage et profiter du voyage ? Là, il y a des beaux salons, il y a des orchestres magnifiques, il y a des bals avec des robes de soirée, des spectacles, il y a plein de choses, la beauté de la mer, le silence, les icebergs, etc. On sait qu'à un moment ou à un autre, cette histoire va se terminer. Elle va se terminer déjà individuellement, grosso modo dans la perspective de 80 et quelques années, pour les plus chanceux, ou elle va se terminer plus ou moins à long terme par quelque chose qui pourrait être assez déstabilisant pour l'être humain. Parce que, personnellement, je pense que la planète va passer facilement de nous. Et que peut-être même, sans vouloir être trop taquin, elle s'en porterait mieux. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes, nous, capables, en tant que personne, d'assumer notre responsabilité
connaissant l'issue, sachant que le voyage sera un voyage définitif, il va se terminer à un moment ou à un autre, mais est-ce que pour autant, ça ne vaut pas la peine de jouer au jeu de la vie? Le problème se pose dans ces termes. Vous avez tous entendu cette expression, bah oui, effectivement, la vie est compliquée, etc. J'ai du mal à boucler les fins de mois, mes enfants ne sont pas aussi gentils que je voudrais, ils ont des mauvaises notes à l'école. Ou au contraire, c'est extraordinaire, ils réussissent 10 fois mieux que moi, etc. On n'a pas à se plaindre. Toute la misère, nos difficultés, on va, par une expression aussi banale, les réduire à une espèce de peau de chagrin qui nous déracine en fait de notre puissance naturelle, de notre possibilité de changement de créativité. Alors, parce qu'au fond, on serait quand même bien ingrat vis-à-vis de la vie si on se plaignait alors que bon, on a tout quoi. Hein. Bon, je pense qu'il y a un moment où il faut se pincer, hein, sensoriel, il faut se pincer et se dire bon, qu'est-ce qui fait que je minimise en permanence mon insatisfaction? Je me plains d'un côté que je ne suis pas content. Hein, alors, évidemment, c'est toujours à l'extérieur que ça se passe. Hein, ça, je ne vous le refais pas, vous le savez. Et en même temps, eh ben, je reste sur mon compte à soi, sur ma petite chaise, tranquille, les pieds bien posés, sans rien décider de décisif pour moi. Vraiment. Alors, pour moi, la question reste posée. Hein. Je ne suis pas en train de vous pousser dans le dos vers le changement. Je dis simplement, observons ces difficultés que nous avons à passer à l'acte quand il s'agit de négocier entre nos désirs, notre insatisfaction, nos résistances, les difficultés réelles, parce qu'on ne peut pas les nier non plus. Et effectivement, lorsque nous considérons notre projet individuel de changement, on va avoir toujours à l'esprit que finalement, il y a des gens qui sont plus malheureux que nous et qu'il faut d'abord changer le monde pour pouvoir se changer soi. Alors là, vous voyez, on est en train de tourner en rond. On est parti de « j'ai conscience de la crise, il faudrait que je change, je vais changer ». Ah oui, non, mais je ne peux pas parce qu'il faut d'abord changer les choses à l'extérieur. Et si je change les choses à l'extérieur, là, je pourrais commencer moi à changer. Eh bien, on n'est pas arrivé. Si on regarde d'un peu plus près comment se construit le changement, eh bien, c'est très simple. Il suffit de reprendre le mécanisme interne qu'on a vécu ensemble ici, parce que peut-être que parmi vous, les personnes sont venues juste avec cette idée, tiens, on pourrait changer. En réalité, l'idée de changement est toujours précédée d'une pré-intention. Qu'est-ce que c'est qu'une pré-intention? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est avant l'intention. L'intention est quelque chose de formulé, de relativement clair, de relativement posé. Qui peut être travaillé, approfondi, réorganisé, mais qui dit, voilà, c'est clair. Par exemple, j'ai l'intention de commencer à fumer. Pour ça, je le décide. Et ça veut dire qu'en amont, ne pas fumer, finalement, c'est peut-être un problème. Donc, j'ai une pré-intention de faire l'expérience de commencer à fumer parce que peut-être que finalement, je me prive de quelque chose de vachement intéressant. Et bien, pour le changement, c'est exactement la même chose. La pré-intention peut durer des années. Je peux être dans cette espèce d'espace indéfini, flou, lourd, un peu complexe, d'indécision, où je pressens, où je pré-intentionne le changement. Jusqu'où pouvons-nous changer? Ça se joue dans cet espace-là. C'est dans ce chaos-là que je vais trouver l'énergie, la conviction, la direction, l'intelligence, la créativité,
pour construire, étape par étape, mon changement. La préintention, c'est un peu comme une vis, comme un truc qui nous taraude en permanence. Mais ce n'est pas encore suffisamment clair pour qu'on en fasse quelque chose. Imaginons que je sois capable de passer de cette phase de préintention à une vraie intention de changement. Qu'est-ce que je vais devoir commencer à envisager là? Je vais devoir me préparer au changement. Je vais devoir m'asseoir, je ne sais pas, une table avec un crayon, une feuille, je vais me passer la main dans les cheveux, je vais me dire, bon, je pense à changer. Je pense à changer vraiment. C'est moi qui j'y pense. Mais là, ça reste que dans la sphère, finalement, de l'intellect, de la pensée, du concept. Quand je vais commencer à le formuler, c'est-à-dire, là c'est dans ma tête, quand je vais commencer à le formuler, ça va déjà prendre corps. Alors sans faire de référence biblique, le verbe au début de la création. Un peu comme le chaos d'ailleurs. Donc je vais formuler mon intention et je vais jeter des idées sur une feuille, je vais faire une sorte de... chacun va trouver sa méthode, on va dire une sorte de brainstorming, soit je vais le faire tout seul, soit je vais le faire avec un coach, soit je vais le faire en thérapie. Je vais brasser une certaine quantité de matériel psychique, émotionnel, informationnel sur ma vie. Je vais trier les dossiers. Et après avoir formulé mon intention, je vais commencer à la planifier. C'est-à-dire que si j'ai le projet, par exemple, d'aller faire un voyage, si je veux prendre le bus pour aller à Aix-en-Provence de la phare, eh ben j'ai passé la phase de préintention et j'ai l'intention vraiment de le faire. Il va falloir quand même que j'arrive à un moment à l'arrêt de bus, que je regarde les horaires, d'accord, que je planifie en fait mon voyage, que je prévois d'avoir ma petite carte bleue ou les quelques euros nécessaires pour y aller et revenir si j'ai le projet de revenir. Donc je vais être obligé de planifier de manière quand même assez précise l'histoire. Une fois que j'ai planifié mon intention, je vais devoir en fait passer à l'action. Alors dans passer à l'action, il y a l'impérative nécessité, je dirais, de passer à l'acte. C'est-à-dire que je dois faire des choses. Si je dois aller jusqu'à l'abri bus, il va falloir que je mette un pas devant l'autre pour y aller. Je vais donc accomplir un certain nombre d'actions que j'aurais préalablement analysées comme étant des étapes indispensables de la construction de mon projet de changer d'endroit. Il va falloir également que j'accepte que ce jour-là, il y a grève de bus. Je peux vivre ça comme un échec, ou au contraire, comme une occasion de faire un apprentissage sur le fait que le monde ne se comporte pas toujours comme j'aimerais qu'il se comporte, au cas où je ne l'aurais jamais constaté jusqu'ici. Puis progressivement, d'ajustement en ajustement, en acceptant, donc, comme je l'évoquais, les apprentissages, je vais commencer à rentrer dans ce que j'appelais tout à l'heure le voyage définitif, passage définitif. C'est la liberté. Si j'ai bien préparé mon petit voyage de la phare, alors pas dans les moindres détails, je ne vais pas compter le nombre de pas, sauf si je suis aveugle, parce qu'à ce moment-là c'est nécessaire, ça a du sens, mais je ne vais pas compter les détails, les machins, les trucs. Je vais laisser de l'espace pour la joie, pour la découverte, pour la rencontre. Quand je m'assois à l'arrêt de bus, il y a la petite mamie qui arrive avec sa canne et son petit chariot qui va faire le marché, et ben elle va s'asseoir à côté de moi. Et là, je peux faire quoi? Je peux me retirer, ou au contraire, je peux me tourner vers elle et simplement l'accueillir, la saluer. Dire à vous aussi, madame, vous prenez le bus? Ou pas? Je peux rendre vivant cette possibilité de changement. C'est l'idée.
La liberté commence à cet endroit-là. Trois forces sont à l'œuvre dans la nature. Pour moi, il y a toujours une force d'attraction. Je suis attiré vers quelque chose. Il y a une force de répulsion. Je ne veux pas. Et puis, il y a une force de destruction. Le changement est soumis en permanence à ces trois forces. Et mon job à moi, en tant qu'individu, ça va être quoi? Ça va être de créer une espèce de fluidité, de maintenir en fait un équilibre entre ces trois systèmes de force, de façon à ce que je puisse construire réellement mon changement de manière, comment dirais-je, fluide, relativement harmonieuse. Si à chaque fois que j'ai un projet, après l'avoir écrit, je détruis la feuille, en disant non, c'est pas bon, je perds certainement des informations qui vont directement à la corbeille. Je recommence, je me dis, ah bah tiens, ah non, ça m'attire bien, mais ça, ah non, ça je veux pas. Et mon esprit d'être humain fonctionne de manière inclusive. Donc il est obligé, s'il veut obtenir son objectif, atteindre son objectif, pardon, de considérer ces trois forces en permanence. Analyse, synthèse, attraction, répulsion, destruction. Destruction dans le sens où je passe à autre chose. Une fois qu'une étape est construite, je vais envisager de passer à autre chose. Et évidemment, à chacune de ces phases de transformation, il va y avoir des étapes et des modes d'intervention adaptés à ces étapes. Quand je quitte ma maison pour aller à l'abribus, je vais évidemment, par exemple, prendre un blouson ou une petite veste en me disant, bah, tiens, je ne sais pas quel temps il va faire, voilà, je prévois ça. Je suis obligé d'anticiper. Donc le changement fait appel à un processus interne de remise à jour, j'allais dire permanente, de nos données internes. Je suis obligé en permanence de réajuster mon état interne par rapport à ce que j'ai décidé, par rapport à ce que j'envisage de faire. En réalité, je vous ai dit tout à l'heure qu'en tant qu'être humain, nous étions chacun des individus uniques. Je ne vous ai pas dit unique parce que je savais que vous le saviez. En réalité, nous sommes tous, les uns et les autres, des êtres humains uniques, avec un projet de vie unique. J'aime à comparer en fait l'individu à une pyramide. Imaginez une pyramide avec la pointe en bas. En Égypte, bizarrement, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la pyramide. Et la suggestion, c'est le principe individuel retourne dans le cosmos. Nous sommes tous des pyramides, avec la pointe en bas. Et toute notre énergie de vie s'écoule sur les pans internes de cette pyramide, qui est comme une sorte d'entonnoir, on va dire. Et le diamant, en fait, que nous sommes, le diamant brut que nous sommes en tant qu'individu, constitue la pointe de cette pyramide. Et toute l'énergie de vie, toute l'énergie qui nous descend, qui nous arrive de nos ancêtres, des anciens, etc., elle vient affiner, elle vient polir, elle vient nourrir, elle vient façonner, elle vient créer des facettes à ce diamant. Donc toute notre vie, en réalité, est consacrée à affiner, à rendre plus brillant, à rendre plus subtil ce diamant unique que nous sommes. La pyramide, c'est les lois d'évolution en fait de l'espèce. Nous sommes un individu dans l'espèce. La transformation de l'espèce, c'est ce qu'on appelle la phylogénie. Toutes les lois qui président à la transformation de l'espèce humaine. Ça met probablement quelques millions d'années à se faire. Pour arriver à la forme humaine que nous sommes là à la seconde, là, si on faisait un cliché, touc, eh bien, il faudrait comprendre que pendant des millions d'années avant nous, des êtres se sont progressivement, moi je ne me les représente pas d'une certaine manière, c'est ce que je veux dire des êtres,
les êtres humains, se sont progressivement transformés pour arriver aux personnes que nous sommes. Donc il faut des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années pour changer une espèce. La particularité de l'humain, c'est qu'évidemment, en tant qu'individu, il a ses propres lois de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'ontogénèse. Les lois qui transforment l'individu en un individu progressivement différent, c'est-à-dire plus adapté à son environnement, plus adapté à ses projets. Donc deux lois, une loi qui régit l'espèce, la phylogénèse, et une loi qui régit le développement de l'individu. Mais là, on se rend bien compte qu'on est dans deux systèmes de changement complètement différents, avec des niveaux d'échelle qui n'ont rien à voir. On l'a dit, hein, pour les plus chanceux, allez, une centaine d'années d'espérance de vie, à peu près lucide, à peu près en état, pour un individu, qui dans son petit espace de temps va amorcer un certain nombre de changements, d'expériences de vie différentes. On se rend compte que déjà, il faut 40 ans pour arriver à commencer à se poser des questions. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour la transformation, si on compte simplement. Alors qu'il a fallu des millions d'années pour que l'être humain, que l'humanité change. Et le projet d'humanité que nous sommes aujourd'hui a été conçu dans l'esprit, dans le cœur, dans les actions, en fait, de générations passées. Il y a certainement des milliers d'années, peut-être même des millions d'années. Donc j'avais envie de vous faire sentir ça, cette cohabitation de ces deux rythmes de changement, pour souligner en fait la nécessité de se mettre au boulot, concrètement, parce que grosso modo, 40 ans, c'est à peu près la moitié de la vie, donc il reste que 40 ans pour faire ce qu'on a à faire, si on a quelque chose à faire. Alors si on n'a rien à faire, c'est bien, on peut rester sur une chaise longue, avoir des Virgin Morito, mais peut-être qu'on peut faire autre chose. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le changement de l'humanité, bien sûr, ni derrière nous, ni devant nous, puisque nous sommes juste un segment de cette humanité, conscient de notre finitude, conscient de nos limites, mais aussi conscient de tous nos potentiels, de tous nos désirs, des envies de l'humanité à travers nous. C'est le monde, c'est l'être humain, l'espèce humaine qui désire à travers nous. Et d'une certaine manière, nous pouvons nous faire les relais à travers nos aspirations et nos désirs personnels. Nous pouvons nous faire les relais du désir de changement de l'humanité. Donc jusqu'où pouvons-nous changer? Nous pouvons changer quasiment partout dans ce qui est, comment dirais-je, mobile, adaptatif. Alors vous savez qu'il y a un truc qui est très à la mode actuellement, c'est l'épigénétique. Tout le monde en a plein la bouche, l'épigénétique. Rappelons-nous quand même que l'épigénétique, c'est la partie de la génétique qui, sur 2 générations, intègre dans les gènes des apprentissages qui vont servir à l'espèce humaine. Par exemple, vous avez des enfants, et bien bizarrement, si vous occupez bien de vos enfants, vous vous rendez compte qu'à 2 ou 3 ans, ils ont des capacités que vous avez acquises quand vous en aviez 30 ou 40. On se dit, mais comment ils font? C'est simplement que, voilà, ils ont intégré une partie de nos qualités, une partie de nos savoirs, et que pour eux, ça devient naturel. Donc la question, est-ce que nous n'aurions pas, nous aussi, intégré des choses, acquis des choses, des capacités, des aptitudes, des savoirs, à notre insu, et qui demanderaient simplement à être révélés ou réveillés. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'un patrimoine commun. Bon. Vous savez que je suis de formation ostéopathe, donc moi c'est le corps qui me parle, principalement en premier. Et j'avais envie de rappeler 2-3 choses comme ça, très rapides, parce que ça sont des choses qu'on ne peut pas changer.
C'est un potentiel important qu'on ne peut pas changer. C'est un droit acquis. Quand je nais, et ben, à partir de 2 briques, hein, une cellule qui est apportée par le père, une cellule qui est apportée par la mère, et ben, je vais construire le merveilleux vaisseau, en fait, ces merveilleux vaisseaux qui sont là, et qui ne demandent qu'à être célébrés et non pas fracassés sur un iceberg au fin fond de... D'accord ? 46 chromosomes, hérités de nos parents, environ 25 000 gènes, donc c'est énorme. Toutes ces cellules, évidemment, chacune de ces cellules contient toutes les informations. Il y a une valeur holistique, si j'ose dire, de chaque cellule qui contient l'ensemble des informations du patrimoine génétique de l'humanité. Mais en même temps, la merveille, c'est que ces cellules, elles ne vont pas, comment dirais-je, être programmées pour quelque chose de précis. Elles vont s'adapter en fonction de l'endroit où elles se trouvent et l'endroit où elles migrent, elles vont s'adapter à une fonction. Et d'une certaine manière, je trouve qu'il est intéressant de se poser la question de comment nous sommes capables, puisque nous sommes au fond une espèce d'ensemble de cellules qui discutent les unes les autres. Je me souviens plus précisément du chiffre, mais on parle de 70 milliards de cellules pour un corps humain, ce qui est quand même assez colossal. Imaginez que toutes ces petites cellules discutent les unes les autres, et elles se fabriquent un projet de vie. Et nous qui regardons ça, on se dit « Ah non, moi ça ne m'intéresse pas ». On peut se poser la question de savoir si l'ensemble de nos cellules, c'est juste une question, ont le même projet de vie que nous. Je laisse la question en suspens. Je dirais juste un mot sur des jumeaux, par exemple. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de jumeaux ici, ou il n'y a pas de personnes qui ont des jumeaux dans leur famille, enfants, etc. Mais bon, on a tous dans notre environnement eu des contacts avec des jumeaux, alors que ce soit des vrais ou des faux jumeaux. On se rend bien compte que 2 individus qui sont parfois extrêmement identiques sont même fondamentalement différents. D'accord ? Ils viennent du même endroit, même matrice, même histoire, même alimentation, au moins tant qu'ils étaient dans le sein maternel. Et dès le moment où ils naissent, paf, même s'ils sont physiquement tellement en miroir, ce sont des êtres humains complètement différents. Pour moi, ça aussi, c'est une inspiration pour vous tous, à nous vivre dans notre unicité et être capables de prendre nos responsabilités vis-à-vis de la vie et de la célébrer. Je reposais la question tout à l'heure en disant, finalement, est-ce qu'on doit attendre l'évolution de l'espèce pour changer ? Est-ce qu'on a 2 millions d'années devant nous pour espérer une humanité plus humaine, plus intelligente, plus écologique, plus respectueuse de son environnement? Malheureusement, je ne crois pas. Donc, quelle est la solution pour nous ? La solution est très simple. Entre la phylogénèse et l'ontogénèse, entre les lois qui président à la transformation, au changement de l'humanité, à ceux qui président au changement et à l'épanouissement de l'individu, il existe quelque chose qui est entre les deux, que j'ai appelé les matrices. En fait, nous sommes tous nés d'une matrice. De laquelle il nous a fallu nous extraire, pour certains péniblement, pour d'autres plus facilement. Et ça concerne notre corps, c'est-à-dire que notre structure physique, à un moment, a dû, pour survivre, accepter de briser la poche des os, de susciter une réaction hormonale suffisamment puissante pour être expulsé ou s'expulser de sa mère. Donc, mais ça, c'est physique. Alors, dans le meilleur des cas, bon, il y a des vrais professionnels de la question, donc ça se passe bien. Ça se passe bien, avec quelques cabossages éventuellement. Alors, à ce moment-là, on va avoir un ostéo ou quelqu'un qui peut aider à faciliter l'entrée dans le monde. Mais il a fallu que cet être, ce petit être, mobilise une énergie colossale
pour s'extraire de sa mère. Ça, c'est la première matrice dont on doit sortir. Donc là, je quitte l'espèce, et poum, je suis projeté dans le monde des individus. Je deviens un individu. Mais je n'ai pas encore de nom. Je suis encore une espèce de petite chose un petit peu gluante, encore attachée indirectement à l'utérus maternel. Et là, bon, il faut marquer le temps de la séparation. Donc hop, on va nouer un petit ruban, un petit quelque chose autour du cordon, à 2 endroits. Parce que si on coupe alors que... Hein, et on va couper ce cordon. Et là, physiquement, concrètement, je deviens un individu physiquement. Je dois être capable de mobiliser mon énergie personnelle, faire circuler mon sang, prendre de l'air. Et troisième étape, être capable de téter, chercher rapidement le sein, parce que j'ai quelques minutes pour respirer, j'ai quelques minutes, et en général j'ai intérêt à faire les deux en même temps, pour faire circuler mon sang, et j'ai quelques minutes, bon, admettons quelques heures, on pourrait demander aux professionnels, hein, pour trouver une solution à m'alimenter, parce que sinon, mon projet de vie s'arrête là. Si c'était aussi simple, aucun d'entre nous serait ici. Ça veut dire qu'il y a toute notre vie, en permanence, on va devoir quitter une matrice pour rentrer dans une autre. Quand je quitte la matrice maternelle, je nais, je rentre dans la matrice familiale, dans la matrice du couple. Je suis entre mon père et ma mère, entre mes géniteurs, on va dire. C'est peut-être pas encore des gens qui incarnent le principe maternel ou paternel, c'est un autre sujet. Et puis, au bout de quelques temps, je vais être suffisamment structuré physiquement pour commencer à rentrer à explorer d'autres matrices. Je vais aller chez les grands-parents, je vais aller à la crèche. La crèche, c'est une matrice. L'école, c'est une matrice. Dès le moment où je me verticalise, je vais devoir intégrer une autre matrice qui n'est pas si évidente, ce que j'appelle, moi, la patrice. La patrice, c'est le principe de verticalisation qui est incarné par le principe masculin, par le père. Si je veux changer, je dois sortir de la matrice, on va dire maternelle, ou tout ce qui ressemble à des matrices maternelles ou maternantes, pour faire l'expérience de patrices qui vont m'aider à me verticaliser, à me structurer en tant qu'individu. Il me faut les deux. Si je suis que dans les jupons de ma mère, ça va être compliqué. Et on est dans une société où la place de l'homme, la place du père, est souvent en question. Donc si je veux changer, si j'envisage le changement, je dois aussi être capable, en tant que personne, sortir de la matrice maternelle, de la maternelle, de l'école, rentrer dans la société pour des études supérieures peut-être, trouver un travail, etc. Mais je dois aussi intégrer à chaque étape, à chaque fois que je sors d'une matrice, son complément, qui est la verticalisation et le fait d'incarner de manière extrêmement humaine ce principe d'érection, ce principe d'être debout. Un être humain, c'est quelqu'un qui doit intégrer ces deux dimensions, sortir en permanence des matrices. Alors vous ne faites pas d'illusions, vous l'avez bien compris, on quitte toujours une matrice pour une autre. Elle est plus ou moins large. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, on a 12 ans, nos parents sont quand même des gens très occupés, hein, ils ont un travail, ils ne peuvent pas s'occuper de nous tout le temps. Donc, on dit, bah, tiens, allez, tu vas aller au scout, c'est très bien les scouts, je sais pas si ça existe toujours les scouts. Tu vas aller faire un petit tour chez les scouts, et c'est une matrice. Ils disent, tiens, ce serait bien si tu allais un peu chez les pompiers aussi, tu verrais ce que c'est que la vie. En fait, toutes ces propositions-là, la religion, les partis politiques, les clubs sportifs, les associations, sont des matrices. Et la qualité d'une matrice, c'est d'être capable, pendant un temps, comme un utérus, de nourrir
un projet, de nourrir une certaine forme, de nourrir un système, et ensuite de le laisser partir. Et là, vous vous rendez compte de notre responsabilité dans la vie par rapport aux gens entre guillemets qu'on prend en charge, littéralement, et à un moment, il faut les laisser partir. De la même manière que certaines personnes doivent nous laisser partir. Et que nous devons, nous aussi, et je pense là, par exemple, à nos défunts, particulièrement, les laisser partir. L'amour, c'est laisser la liberté à la personne d'aller vers une nouvelle expérience. Quand vous avez une envie de changer, il faut que vous ayez cet amour pour vous-même, de vous autoriser à le faire, parce que là, à cet endroit, vous vous donnez la possibilité à la fois d'une nouvelle expérience, bien sûr, mais de rentrer et de donner du sens à votre vie. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un truc super important. Ces notions de matrice ne sont pas assez explicitées et celles de matrice sont carrément ignorées. Mais vous en comprenez l'importance, je crois. Donc en résumé, parce que bien évidemment, il était hors de question pour moi de vous proposer des solutions. En résumé, comment est-ce qu'on s'y prend pour changer? On l'a évoqué en premier, donc, prendre conscience du malaise, et j'ai écrit malaise volontairement en 2 mots. Ça ne vous avait pas échappé, bien sûr. Je dois aussi aller rendre visite à mes désirs. Qu'est-ce que je désire au fond? L'être humain est un être désirant. Donc, on désire plein de trucs. On ne désire pas que des choses à l'extérieur, on désire aussi des choses pour soi, pour nous nourrir nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Donc, aller rendre visite à mes désirs. La 3e étape, évidemment, c'est de les trier, de les clarifier. Si je ne fais pas l'effort d'aller visiter mes désirs et de les trier, de les hiérarchiser, je ne décide pas que c'est possible ou que ce n'est pas possible à ce stade. Je clarifie simplement. C'est quoi mes priorités? Plutôt que d'être le pompier de service qui va simplement au-devant des urgences, qui est embarqué évidemment dans le flot incontrôlable du monde, est-ce que je peux m'arrêter un peu, visiter mes désirs, les clarifier, les hiérarchiser? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi maintenant? Et ça, c'est tout le temps, hein, c'est pas juste dans un projet de changement radical de vie, c'est à tout instant, je suis confronté à ça. Puis, c'est le temps, une fois que j'ai clarifié un peu mes désirs, je les ai un peu classés, priorisés, c'est le temps de formuler une intention. Qu'est-ce que je vais faire de ces désirs? Qu'est-ce que je vais faire de ces perspectives de changement, ces nouvelles expériences que la vie me propose, qui vient me titiller toujours à l'endroit où j'ai ma certitude. Donc formuler mon intention. Et dans ce processus de clarifier mon intention, il est extrêmement important, comme ça se passe à l'intérieur de nous, ça peut être très facile, hein, parce qu'on n'a pas à le justifier à l'extérieur, c'est de ne pas se mentir. De ne pas se raconter d'histoire. Quel que soit ce que je décide, je peux regarder ma réalité et ne pas me mentir. Je ne suis pas obligé d'agir, je ne suis pas obligé de changer les choses, mais par contre, je peux avoir l'authenticité de regarder ce qui se passe. Et du coup, entretenir d'une certaine manière une clarification de ma préintention du changement. On peut aussi s'appuyer évidemment sur l'extérieur. On n'est pas des individus complètement isolés de l'environnement, on a tous des relations avec les uns et les autres. Alors évidemment, la difficulté, c'est d'aller aussi vers les personnes, j'allais dire globalement positives pour nous, et qu'on sait soutenantes. Parce que si vous allez demander à votre pire ennemi de vous aider, je pense qu'il va vous aider, mais à couler. Donc il faut aussi aller parler, aller questionner des personnes
que vous avez identifiées comme bienveillantes, comme capables de vous écouter, simplement, sans vous juger. Et vous pouvez aller déposer vos rêves, aller déposer vos projets, aller déposer vos désirs auprès de ces personnes-là. Et de vous faire confiance à vous sur votre capacité à les trouver. En sachant que, dans cette idée que quand on a une intention, ça influence l'extérieur et que l'extérieur répond. J'ai une quarantaine d'années maintenant d'expérience de ce processus. Donc sans vouloir poser ça comme une référence absolue, ça m'autorise quand même d'une certaine manière à dire que ça marche. Si vous désirez quelque chose, formulez-le, parlez-en autour de vous, faites-vous des alliés. Ces alliés vont alimenter d'une certaine manière, directement ou indirectement, votre projet, vous aider à le clarifier, vous aider avec bienveillance, avec une vraie capacité à vous soutenir, pour vous aider à avancer. Vous n'êtes pas tout seul dans votre désir de changement, l'humanité a envie de changer. Vous faites partie de l'humanité, vous avez le même potentiel que tous les êtres humains. Donc c'est relativement facile de remonter ses manches et de se mettre au travail. Se mettre au travail, ça veut dire prendre le risque de passer à l'action. Mais encore une fois, le changement n'est pas une expérience de haute voltige où on se jette dans le vide sans parachute. Il faut passer à l'action, mais j'allais dire avec une certaine sécurité. Alors évidemment, si l'objectif est de se planter, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Alors, on connaît tous autour de nous des tas de gens qui ont des projets absolument géniaux, ils en sont déjà au moins au 5e projet, et ils se sont plantés à chaque fois. Donc là, on comprend très clairement que l'objectif du changement, ce n'est pas la transformation, la réussite en quelque chose de mieux, de plus intéressant, mais c'est d'échouer. Et dans ce sens-là, ils réussissent. Donc sécuriser les différentes étapes du changement. Développer aussi, parce que ça c'est vraiment pour moi l'état intérieur peut-être le plus important, une confiance suffisante dans sa créativité. Alors sa créativité, c'est pas une espèce de comment dirais-je, de flou artistique où tout est possible. La créativité, c'est qu'est-ce que concrètement je sais faire vraiment. Un de mes amis, très bon en communication, me disait il y a pas mal d'années, je ne sais pas le dire, et ça m'a beaucoup aidé qu'il me dise cette phrase, me disait en fait pour moi, et je vais reprendre cette formule à mon compte, chaque être humain sait faire une seule chose. Très très bien, une seule. Pas 50, une seule. La grande difficulté, c'est évidemment de la mettre en lumière, de la révéler, de lui donner corps, de la soutenir, de l'accompagner dans ce processus en fait d'ouverture et d'épanouissement. Donc la question que je vous invite à vous poser, chacun, mais peut-être si vous n'arrivez pas à répondre à cette question vous-même, là vous pouvez demander à votre pire ennemi. C'est quoi ma qualité principale? Qu'est-ce que je sais faire vraiment? Et ce que je sais faire vraiment, c'est pas seulement quelque chose que je sais faire parce que je peux passer à l'action. C'est quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui est vrai, qui est authentique, qui est indéniable. Alors pour en terminer avec ça, et en vous laissant ensuite complètement la parole, libre, quand j'ai décidé, moi, de faire mes études d'ostéopathie, j'étais dans une sorte de pré-intention de changement et je ne savais pas exactement quelle couleur ça pouvait faire. Déjà, depuis un certain nombre d'années, je faisais des soins un peu empiriques à droite à gauche, etc., avec beaucoup de succès, mais beaucoup d'empirisme. Je faisais des trucs, je ne sais pas ce que je faisais, mais je les faisais. Et je parle avec mon ami, dont je tairai le nom, de cette envie de changer. J'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas quoi faire. Et il me propose cet exercice, il me dit, écoute, c'est simple, assieds-toi, et puis on va discuter tous les deux.
tu vas me dire, selon toi, ce que tu sais vraiment faire. Je suis resté un peu perplexe et j'avoue que j'ai beaucoup transpiré pendant cet entretien et il n'en est rien sorti du tout. Donc à la fin, je lui dis, je suis désolé, mais c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est impossible. J'ai envie de changer, mais en même temps, je vois bien que je ne sais pas ni où, ni comment, ni quoi faire. Et il me dit, écoute, on va faire très simple. Il y a bien des gens autour de toi qui te détestent. Alors tu vas aller leur poser la question, tu vas trouver une solution pour qu'ils te disent ce qu'ils pensent vraiment de toi et ce dont tu es réellement capable. Parce que selon eux, tu fais le mieux. Alors, j'ai interrogé un certain nombre de personnes. Là aussi, j'ai beaucoup transpiré. Et grosso modo, les informations que j'ai reçues, une fois que je les ai résumées, la qualité principale qu'on me reconnaissait, c'était la capacité à appuyer toujours à l'endroit où ça fait mal. Donc je suis retourné chez mon ami avec cette quête bien modeste, en lui disant, ben voilà, il paraît que je suis champion du monde pour appuyer à l'endroit où ça fait mal. Il m'a dit, ben voilà, on a un élément pour commencer à travailler, on a une racine à partir de laquelle on peut commencer à travailler. C'est ce qui m'a permis de devenir ostéopathe. Voilà, merci pour votre attention, vos sourires, votre présence. La parole est à vous.